Après le Mali, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, est en visite officielle en Mauritanie. On va parler également du Mali. 3 groupes armés fusionnent dans le nord du pays. Toujours au Mali, ici, aux responsables militaires de la junte relevés de leurs fonctions. Et puis on termine par le Togo, brouille avec l'initiative pour la transparence des industries extractives. Nos invités sont en place pour le numéro de ce jour. Robert Kossiga à côté, président de l'Alliance Jeunesse et Développement. Et puis Ashraf Ouro Sama, il est juriste de formation, homme politique du parti PDP. On attend un autre homme politique de clé, c'est des leaders émergents, Georges Eo. On va saluer nos invités. Vous allez bien, Ashraf Ouro Sama? Oui, je vais très bien. Bonjour aux téléspectateurs de New World. Bonjour mon cher aîné, M. Robert. Bonjour Michel. Extrêmement ravi de vous retrouver ce matin. Et je tiens, disons, à exprimer toute ma solidarité au peuple turc qui a connu un tremblement de terre ces derniers jours. Le bilan il est extrêmement lourd, c'est vraiment effrayable ce qui s'est passé. Il y a la Turquie, il y a la Syrie également. Il y a la Turquie et la Syrie. Quand on sait très bien que la Syrie était en période d'instabilité, où on décomptait déjà, disons, des milliers de morts, parce que depuis 2011, c'est un pays vraiment qui connaît des expériences douloureuses, et nous pensons que le dénouement sera quand même si proche. Maintenant, pour revenir à la lecture politique des événements, c'est pour vous dire tout simplement que j'ai toujours décrié les sorties médiatiques du président Tayyip Recep Erdogan, le président turc. C'est pour vous dire tout simplement qu'au-delà du sentiment de nationalisme qui peut nous animer, il faut éviter d'invectiver des gens. Parce qu'il peut arriver des situations extrêmement douloureuses. Comme celle-ci. Où vous avez besoin des gens que vous avez invectivés par le passé. Donc aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé en Turquie, tout récemment, vous voyez très bien que le monde, c'est les États-Unis, la France, surtout le bloc occidental. C'est pour vous dire tout simplement que au-delà du nationalisme qui peut nous animer, on a tous besoin des uns et des autres. Et donc les relations vraiment doivent être étroites. Et j'aimerais également rendre hommage à, disons, aux figures emblématiques de la négritude. Vous savez très bien que le musée de Quai Branly fait une exposition actuellement à Paris portant sur le personnage de Léopold Sédar Senghor. Je sais très bien que c'est un personnage qui ne fait pas du tout l'unanimité parce qu'on estime qu'il était trop subordonné à la France. Mais j'estime que c'est un personnage aussi qui a apporté son édifice à l'émergence du continent. Il suffit tout simplement de relire ses poèmes. Parce que quand on parle de Léopold Sédar Senghor, souvent, on l'oppose à Aimé Césaire. À Aimé Césaire, qui était une figure aussi emblématique de la négritude, qui était beaucoup plus dans une opposition frontale contre le colonialisme. C'est pour dire tout simplement que ces deux personnages sont des figures importantes de l'histoire du peuple noir et qu'il faut s'en servir pour la construction de nos États à l'avenir. Robert Kossiga à côté, bonjour, vous allez bien? C'est la deuxième fois qu'on se retrouve. Ah oui, tout à fait. Bonjour une Michel. Situation exceptionnelle. Tout à fait. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs de Niwa TV. Je voudrais profiter de votre chaîne pour saluer nos amis de Nandota. Après, à côté de Guérin-Kouka, je voudrais aussi saluer mes amis d'Atitogo, d'Amenra Kondi, surtout qui nous ont beaucoup envoyé des messages la fois dernière pour solliciter qu'on se rappelle d'eux. Donc je profite de cette occasion pour leur dire un coucou spécial. Je voudrais aussi saluer les policiers qui travaillent sur le port d'Atié, mes frontières Togo-Bénin. Ils font du bon boulot là-bas. Et donc, bonjour à M. Ashraf et bon débat. Allez, on commence donc par la Mauritanie. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a étendu mercredi 8 février à la Mauritanie l'offre de soutien de Moscou contre les groupes terroristes en disant respecter la position de ce pays qui s'est prononcé contre la guerre en Ukraine. Sergueï Lavrov a poursuivi à Nouakchott l'offensive diplomatique russe en Afrique, donc terrain d'une concurrence stratégique entre grandes puissances intensifiée par la guerre en Ukraine. Ashraf Ouro Sama, donc après Bamako,
C'est à Nouakchott que le ministre Sergueï Lavrov a déposé ses valises, sans doute pour convaincre la Mauritanie à sans doute regarder dans la même direction que le Mali. Oui, mais effectivement, c'est pour convaincre. Vous savez, lorsqu'on est ministre des Affaires étrangères d'un pays, on est censé faire ce qu'on appelle la force de persuasion, c'est-à-dire convaincre les pays. Quand on sait très bien qu'il y a une offensive diplomatique russe sans précédent sur le continent avec la guerre ukrainienne. Et donc, je crois que c'est dans cette logique-là que le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a entamé une tournée africaine. Il était au Mali, il a fait également le Swaziland, un certain nombre de pays. Et donc, aujourd'hui, cette offensive diplomatique-là se formalise. Donc, il y a l'axe Bamako. Moscou, on a Ouagadougou, Moscou. Maintenant, on a Nouakchott également, Moscou. Donc, il fait vraiment faire de persuasion. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une récomposition de la géopolitique mondiale aujourd'hui. Quand vous essayez de lire les relations internationales, les initiatives du président Poutine et de son ministre des Affaires étrangères. Et donc, ils essaient individuellement de signer des accords avec les pays, mais également de rentrer dans une politique également sous-régionale. Quand vous prenez la CEDEAO, ou la CEMAC, vous avez une offensive diplomatique russe sur ces espaces d'intégration-là. Et donc, quand Sergueï Lavrov vient sur le continent, c'est aussi pour des combats idéologiques. Vous savez très bien qu'il y a des expérimentations de politique ultralibérale ou une vision libérale des droits de l'homme sur le continent ou même de la lecture même de la politique. Et vous avez la Russie qui a été pendant longtemps un pays communiste, même si aujourd'hui ne l'est pas totalement, a une lecture également des événements. Et donc, Sergueï Lavrov aussi avait un ton même assez provocateur quand il est arrivé au Mali, où il disait tout simplement qu'il respecte la souveraineté des États, ou la position même de neutralité même des pays vis-à-vis de la guerre russo-ukrainienne. Et donc, qui ne sont pas là pour infantiliser les États africains, ils sont là pour des partenariats égaux. Et donc, aujourd'hui, faut-il vraiment faire confiance à Sergueï Lavrov, quand on sait très bien que la Russie également, quoi qu'on le dise, aussi a un agenda aussi caché. Vous savez, le continent africain est devenu une terre vraiment de concurrence mondiale. Vous avez une offensive turque, vous avez une offensive chinoise, vous avez le bloc occidental qui, pendant des années, depuis les années d'indépendance, sont implantés. Vous avez également la Russie qui, dans les années d'indépendance, quand je prends par exemple le cas du Mali, dans les années 60 et 68, au temps de Modibo Keïta, il y avait une présence également militaire. C'est vrai qu'entre-temps, ils se sont un peu absentés, mais aujourd'hui, toutes les conditions sont favorables pour le retour de la Russie. Vous avez le plénipotentiaire Abdoulaye Diop qui s'est félicité de la présence de Sergueï Lavrov au Mali. Vous avez également le président mauritanien également qui s'est félicité. Donc aujourd'hui, c'est vrai, il y a une diversité de partenariats dans plusieurs domaines, mais la coopération militaire, elle est beaucoup plus aiguë. Et donc, nous allons revenir, je crois que tout au long de ce débat, pour essayer de décortiquer finalement quel est l'agenda de l'offensive diplomatique russe sans précédent sur le continent. Quels sont les relents, les subtilités qu'on peut révéler? Après avoir elle-même fait les frais de la poussée terroriste, la Mauritanie, vaste pays majoritairement désertique de 4,5 millions d'habitants, n'a plus connu d'attaque, on se souvient, depuis 2011. Alors que le terrorisme se propageait ailleurs au Sahel, notamment au Mali et au Burkina Faso, au Niger, jusqu'à menacer à présent le golfe de Guinée, plus au sud. Robert Kossiga, à côté, il a dit quel est selon vous l'agenda de la Russie en Mauritanie, par exemple? Vous savez, la Mauritanie est enclavée entre le désert qui sépare l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique. Et donc très convoité par les puissances occidentales, d'autant plus que la Mauritanie a voté, je crois, la motion qui condamnait la guerre en Ukraine. La Mauritanie a voté, je crois, cette motion-là. 2 fois de suite, la Mauritanie a voté contre la Russie et s'est abstenue la fois dernière quand on voulait alors que tous les dégâts commis par la Russie actuellement en Ukraine, c'est-à-dire qu'après la guerre, il faudrait que la Russie paye tous les dégâts commis là-bas, mais la Mauritanie a voté contre. Donc je crois que la visite du ministre des Affaires étrangères de la Russie est une manière de
travailler ou d'inviter la Mauritanie plus du côté de la Russie, ne serait-ce que pour peser lourd dans la balance et puis faire peut-être un tic aux occidentales, parce qu'aujourd'hui, la Mauritanie qui va se rapprocher de la Russie serait peut-être une petite perte ou une grande perte pour l'Occident. Donc je dis, les deux blocs ne font que faire une guerre qui ne dit pas son nom, mais ça se joue plus en Afrique qu'ailleurs, parce que vous savez, en Occident et aux États-Unis, bon, la guerre est déjà tranchée, on sait qu'on connaît la position de plusieurs pays européens par rapport à cette guerre-là, mais ça se joue plus en Afrique. Donc la Russie aussi sait que sur le plan militaire, beaucoup de pays africains ne sont pas si fournis. Donc c'est une manière pour la Russie de les inviter à se procurer les armes russes qu'elle propose d'ailleurs comme je ne sais pas, à bas prix et puis signer des partenariats militaires et tout gagnant-gagnant. C'est une sorte de contrepartie. Voilà, tout ce qui intéresse les Africains, parce que vous savez, tous les pays qui sont francophones, commander les armes n'est pas du tout facile. Il faut avoir l'aval de la France et c'est la France qui doit alors faire les démarches pour vous acquérir les armes. Or, avec la Russie, la Russie dit, on signe un partenariat, vous venez chez nous chercher les armes comme il faut. Il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas de contraintes et tout. Donc, je crois que tout ça là pèse lourd dans la balance qui sera dans la relation des Russes avec les Africains. Surtout que ce n'est pas seulement la Mauritanie, à tous les pays africains, il y a la Russie qui leur demande de bien vouloir traiter avec eux et il va respecter leur souveraineté et il ne va rien leur imposer. Ça sera un partenariat gagnant-gagnant. Donc je crois que les Africains seront tentés plus à aller du côté de la Russie, ne serait-ce que pour s'armer et faire face à ce fléau de terrorisme qu'ont créé l'Occident et l'OTAN, Sarkozy et l'OTAN, sans faire le service après-vente. Aujourd'hui, aussi longtemps que cette crise en Libye ne sera pas résolue, je ne vois pas de sitôt le terrorisme cesser par causer ces dégâts dans l'Afrique, surtout de l'Ouest. Nous avons exprimé notre respect envers la politique de neutralité menée par la Mauritanie de manière conséquente sur tous les axes, a précisé le ministre Sergueï Lavrov. Avant Sergueï Lavrov, il y avait Ashraf Ourosama, également une délégation américaine qui était en Mauritanie, en Nouakchott précisément. On l'a déjà dit, hein, c'est la guerre entre les puissants en Afrique. L'Amérique était juste là, elle est partie avant que la Russie n'arrive. Oui, mais la Russie était tout juste là. Vous savez, c'est ce que je dis, il y a une récomposition vraiment de la géopolitique mondiale. Et quand vous essayez de lire les événements, c'est-à-dire que la Russie marche toujours sur les pas des États-Unis, du bloc occidental incarné par les États-Unis. Et donc, quand les États-Unis viennent en Mauritanie, c'est vrai, il y a des concessions, il y a des marchés, un certain nombre de promesses qui sont faites par les États-Unis vis-à-vis de la Mauritanie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Donc, cette composition-là, aujourd'hui se joue. Et je crois que la Russie l'a compris. Aujourd'hui, quoi qu'on le dise, avec les sanctions du bloc occidental contre la Russie, il faut éviter de vivre en autarcie, ou il faut éviter l'éviction ou l'isolement. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher des partenariats ailleurs. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'ils ont trouvé un discours qui a un terreau fertile. Il y a un discours russe aujourd'hui qui a un terreau fertile en Afrique, parce que, quoi qu'on le dise, hein, il faut aussi revisiter l'histoire, parce qu'il y a les Africains, peut-être, je ne sais pas, pour des raisons légitimes, ont été désabusés par le soutien du bloc occidental, et qu'aujourd'hui, qu'il faut changer de partenaire. Maintenant, moi, la question que moi je me pose, est-ce que c'est une alternative crédible? C'est-à-dire le fait aujourd'hui d'adouber les Russes sur le continent, parce que moi j'estime... Sur le plan militaire, comme Kossigan l'a dit tout à l'heure, la Russie est peut-être une solution, surtout par le groupe tant vendu Wagner, mais sur le plan économique et autres, on peut se poser aussi des questions, parce qu'en République centrafricaine, par exemple, on voit ce qui se passe militairement. Les autorités disent que la Russie a pu apporter quelque chose, mais économiquement, ça reste toujours à faire. Oui, ça reste toujours, oui, mais aujourd'hui, je crois que la coopération elle est beaucoup plus axée dans le domaine militaire. Elle est beaucoup plus au regard des enjeux aujourd'hui qui se jouent
dans le Sahel. Mais pour revenir à ma question, la question que moi je me pose, est-ce que c'est vraiment une alternative crédible? Parce que pour moi, j'estime que la souveraineté doit avoir son sens. Parce qu'on ne doit pas continuer à nous infantiliser en cherchant des partenariats ailleurs. J'estime qu'aujourd'hui... Vous pensez que l'Afrique elle-même... Oui, l'Afrique elle-même peut trouver des solutions à leurs problèmes. J'imagine il suffit tout simplement de révisiter la plupart des discours historiques de Muammar Kadhafi et des pères d'indépendance, où on nous rabâchait les oreilles à longueur de journée, que l'Afrique doit trouver ses propres solutions. Mais aujourd'hui, après 60 ans d'indépendance, on constate que l'Afrique n'a pas des solutions à ses problèmes, que nous sommes obligés de recourir à des partenaires également qui ont des agendas cachés. Maintenant, pour revenir à votre question par rapport à dans le domaine militaire, oui, aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même un certain nombre de chiffres qui sont avancés. On parle de 1500, 2000 militaires du groupe Wagner qui sont présents au Mali. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y aura une extension de redéploiement de ces militaires-là dans d'autres pays. Donc pour moi, j'estime qu'il faut une stratégie. C'est pour cette raison qu'on parle de la stratégie collective également sous-régionale, où il y a des travaux quand même assez conséquents, on peut trouver des solutions. Donc moi, je demande tout simplement aux politiques d'opérationnaliser un certain nombre de choses. Donc je crois que l'Afrique ne doit pas être un terrain de jeu éternel pour les grandes puissances. Il est temps de s'affirmer, comme je l'ai dit, la souveraineté vraiment doit avoir tout son sens. Quand on prend par exemple nos constitutions aujourd'hui, quand vous prenez nos dispositions constitutionnelles, la notion de souveraineté revient à chaque fois. Il faut donner ce sens-là à la souveraineté. Nous ne pouvons pas, c'est-à-dire cette subordination à outrance des États africains sur le plan militaire à l'égard du bloc occidental, à l'égard de la Russie, doit cesser. Il faut une alternative propre à nous. Alors, combien de temps le gouvernement mauritanien va-t-il pouvoir encore maintenir cet équilibre fragile avec toutes les parties en présence? J'ai parlé tout à l'heure de la présence russe par le truchement de son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Hier également, il y avait également une délégation des États-Unis d'Amérique. Combien de temps le président Kosiga a côté? Vous savez, je crois que la Mauritanie ne va pas sitôt se lancer dans la mer des Russes, d'autant plus que l'Occident l'a beaucoup aidé à stabiliser d'abord le pays. Et puis on l'a dit, ça fait depuis 2011 qu'on a à neutraliser l'attaque des terroristes et à les repousser peut-être hors de ses frontières. Donc, changer de sitôt ce partenaire qui l'a si bien aidé, stabiliser son pays sur la paix, la sécurité et la lutte contre les terroristes serait peut-être plus dangereux à elle. Donc, je crois que au fait, c'est des initiatives diplomatiques lancées par la Russie, mais qui ne trouvera pas de sitôt des répondants. C'est vrai que la Mauritanie peut être poussée à diversifier peut-être ses partenaires, surtout en matière militaire, mais se déconnecter tout de suite des Occidentaux serait peut-être un péril pour lui, d'autant plus qu'on sait que cette guerre, dès que vous changez de partenaire stratégique, ça peut jouer contre vous. Vous devenez un ennemi. Un ennemi à qui on va chercher à causer tous les problèmes de ce monde. Or, quel pays ne veut pas aujourd'hui la stabilité, la paix, la sécurité? Je ne pense pas que tout de suite la Mauritanie va prendre ce risque-là. Maintenant, ce n'est pas à comparer avec le Mali et le Burkina Faso, parce que la Mauritanie ne subit plus les attaques terroristes. Et donc, rien ne presse la Mauritanie de vouloir un partenaire militaire aujourd'hui. Non, je ne pense pas. Allez, on va marquer la première pause et on revient pour la suite. Oui.